Chers élèves, après la période de la coexistence pacifique, venons-en à une nouvelle période, c'est-à-dire celle du rapprochement à la fin du monde bipolaire. La détente. Tout à l'heure, nous avions noté une série de crises, c'est-à-dire la seconde crise de Berlin, mais également la crise des fusées de Cuba. Laquelle crise des fusées de Cuba a permis aux deux dirigeants, c'est-à-dire le président Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy, de se rendre compte du menace qui pesait sur l'humanité. Et pour ce faire, les deux hommes décident de mettre en place ce qu'on appelle donc le téléphone rouge. Alors, le téléphone rouge, c'est tout simplement une ligne directe entre le Kremlin, c'est-à-dire donc le palais russe, le Kremlin, et la Maison Blanche, donc le palais américain. Comme son nom l'indique, c'est un téléphone pour tout simplement alerter sur d'éventuels dangers, d'autant plus que l'expérience de la crise des fusées de Cuba avait servi de prise de conscience à ces deux hommes d'État. C'est ainsi donc qu'on va sortir de cette période de crise à une période de détente, comme j'ai dit, avec l'installation du téléphone rouge, mais qui s'accompagne également de la signature d'un certain nombre d'accords, comme par exemple l'accord sur la limitation des armes stratégiques, c'est-à-dire Strategic Arms of Limitation Talk. Déjà, il y a SALT 1, mais également SALT 2. Alors, il y a un avantage avec ces accords, d'autant plus que également les essais nucléaires dans l'atmosphère sont également interdits. Mais il faut noter également que même s'il y a période de tension, cette tension, encore une fois, n'exclut pas qu'il y ait de temps en temps des crises entre les États-Unis et l'URSS. Chers élèves, après la détente, venons-en à la guerre fraîche ou bien les limites de la détente. Comme on l'a dit, la détente n'est rien d'autre qu'une pause. Mais pendant cette pause également, cela n'excluait pas quelques crises, comme on l'a noté, qui va justement faire qu'on en revienne à la détente ou bien les limites de la détente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Soviétiques ont profité de cette détente pour se réarmer et se replacer. D'autant plus que les Américains se sont déjà libérés de l'Afghanistan. Les Soviétiques viennent s'installer en Afghanistan, mais également en Afrique, notamment au Mozambique, en Angola, etc. Et donc, le nouveau président américain, c'est-à-dire le président Ronald Reagan, va se rendre compte, en fait, que l'Amérique a été bernée pendant cette période de détente sous la présidence du président Jimmy Carter, qui entre-temps avait remplacé le président John Fitzgerald Kennedy. Donc l'actuel président américain, Ronald Reagan, pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour que l'Amérique se fasse respecter, c'est-à-dire ce qu'il appelle the big stick, ou bien le recours aux armements. Et à partir de cet instant, les Américains, pour se faire respecter, vont également se réarmer, comme il a dit, puisque le respect des Américains passe donc par leur force de frappe. Et ainsi, le président Ronald Reagan va ainsi donc se lancer dans ce qu'on appelle la course aux armements, qui va encore accentuer le fossé entre les États-Unis et l'URSS. Après la période de détente, on en arrive justement à la fin de la bipolarisation, et plus exactement la chute du mur de Berlin. Tout à l'heure, nous avions évoqué que c'est ce mur de Berlin qui avait été construit par Nikita Khrouchtchev en 1961 pour empêcher l'exode ou bien les migrations des habitants de Berlin-Est vers Berlin-Ouest. Et dans le contexte de l'époque, les démocraties populaires, c'est-à-dire les alliés de l'URSS, tels que la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, etc., commencent à soulever des velléités de revendication. Mais le gouvernement soviétique laisse faire, et c'est justement cela qui va faire en sorte qu'on va en arriver à une situation où donc, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin donc est attaqué. Et comme on le sait, le mur de Berlin était donc tout simplement le symbole de la division de l'Allemagne en deux parties, d'autant plus que nous avions la RDA et la RFA. Donc la RDA qui appartenait à l'URSS et la RFA qui appartenait aux États-Unis. Alors, à partir de cet instant, avec la chute du mur de Berlin, on en arrive à la réunification de l'Allemagne. Et ainsi, le pacte qui existait, c'est-à-dire le pacte de Varsovie qui existait du côté de l'URSS, ou encore le COMCOM qui existait au niveau de l'URSS, vont tout simplement être supprimés. Et ainsi, avec, comme on l'a dit, la chute du mur de Berlin, il y a désormais donc une seule Allemagne. On assiste donc à la réunification de l'Allemagne et ainsi disparaît le symbole de la division en Allemagne entre l'URSS et les États-Unis. Il faut rappeler aussi que ce mur de Berlin est aussi appelé le mur de la honte, comme on l'a dit, parce qu'il symbolisait cette division. Après la chute du mur de Berlin, il y a également une autre
crise ou bien un autre événement qui va symboliser les relations Est-Ouest de 1947 à 1991, c'est-à-dire la disparition de l'URSS le 25 décembre 1991. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, comme on l'a dit? En URSS, le président Mikhail Gorbatchev, qui remplace désormais l'ancien président Nikita Khrouchtchev, avec une volonté de restructuration et de transparence, c'est-à-dire la perestroïka et la glasnost. Mais malheureusement pour lui, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à un putsch des généraux en 1991, lequel putsch échoue, et cela va permettre l'entrée en puissance ou bien la montée en puissance de Boris Eltsine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'entrée en puissance ou bien l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine, on va se rendre compte que les démocraties populaires, c'est-à-dire les alliés de l'URSS, commencent également à prendre du recul par rapport au pouvoir central qui est celui de l'URSS. Et par conséquent, Boris Eltsine devient le nouvel homme fort du régime. Face à cette situation, Mikhail Gorbatchev est toujours président de l'URSS, mais président d'une URSS pratiquement inexistante, parce que comme on l'a dit, les démocraties populaires, les alliés de l'URSS ont fini de prendre leur indépendance. La Russie est aujourd'hui dirigée par Boris Eltsine. Le président Mikhail Gorbatchev n'est dirigeant que d'une URSS qui n'existe pas. Alors, à partir de cet instant, le président Mikhail Khrouchtchev va dans un discours télévisé du 25 décembre 1991 annoncer tout simplement sa démission de l'URSS, ce qui va mettre un terme, comme on l'a dit, à l'URSS. Et désormais, l'URSS n'existe plus avec son éclatement. Et cela va permettre de mettre fin à cette logique de la bipolarisation, comme on l'a noté, et ainsi consacrer la victoire des États-Unis. En guise de conclusion, chers élèves, on peut retenir que les relations Est-Ouest, plus connues sous le nom de guerre froide, ont mis en opposition deux camps ou bien deux blocs aux idéologies opposées, à savoir l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais ces deux superpuissances qui étaient alliées pendant la guerre ne s'affrontent pas de façon directe, mais plutôt par pays interposés. Et c'est cela qui donne le concept de guerre froide. Alors, cette guerre froide va alterner le chaud et le froid, d'autant plus qu'il y aura des périodes de crise, mais également quelques périodes de tension. Alors, à partir de cet instant, on va noter que s'il y a un vainqueur, ce sont les États-Unis qui sont les véritables vainqueurs de ce conflit idéologique entre l'URSS et les États-Unis. Et donc, avec la chute du mur de Berlin en 1989, l'éclatement de l'URSS en 1991, cela symbolise tout simplement le recul, ou bien si vous voulez, la défaite de l'URSS et la victoire des États-Unis qui montent en puissance. Et désormais, les États-Unis sont considérés comme les seuls et véritables gendarmes du monde. Je vous remercie pour votre aimable attention.